Je vais commencer en rebondissant sur ce que vient de dire Monsieur Lhomme à l'instant dans son propos. Dans son propos, en insistant beaucoup, mais sur la nécessité du partenariat entre institutions. Ça a été présent pendant l'ensemble des interventions depuis ce matin. Et c'est quelque chose qui, du point de vue où je vais parler, c'est-à-dire à partir de l'expérience de démarche d'intervention sociale communautaire, je vais en dire un mot, et à partir de l'expérience que je peux avoir de la prévention spécialisée depuis de très longue date, il me semble que ce propos-là pose question parce qu'il y manque quelque chose dans ce propos. On ne parle que de partenariat institutionnel et on ne parle jamais des habitants, des citoyens, des groupes, des communautés. Tout se passe comme, derrière ces propos-là, la régulation de la société pouvait ne reposer que sur les institutions à travers les solutions qu'elles apportent aux problèmes sociaux. Je trouve que c'est une vision qui mérite d'être un petit peu élargie. Et d'ailleurs, le ministre ce matin le disait, la question de la prévention de la délinquance, ce n'est pas que l'affaire des institutions, c'est aussi l'affaire des gens, des personnes, des groupes, des familles. Et ça, c'est un point très important. Alors, j'insiste en commençant là-dessus parce que j'ai le sentiment, j'ai pendant quelques années dirigé la délégation interministérielle à l'insertion des jeunes et j'ai prêché pour ce partenariat institutionnel. J'ai prêché comme tout le monde, j'ai écrit des circulaires sur le partenariat institutionnel, sur le renforcement des liens, sur la connaissance respective des uns et des autres, des missions des uns et des autres. Et aujourd'hui, quand je regarde ça, quand je vois qu'on dit les mêmes choses 30 ans après sur la nécessité du partenariat institutionnel, je me pose deux questions. La première question, est-ce que, quelque part, l'idée qu'en mettant ensemble des institutions pour régler des problèmes nouveaux qui émergeaient au début des années 80, on a vraiment réglé ces problèmes? C'est une hypothèse qui mérite d'être interrogée. Et puis, deuxièmement, deuxième question, est-ce que tout renforcement du partenariat institutionnel n'aboutit pas, en définitive, à renforcer le front des institutions versus la société civile? Et la compensation de ça, ça serait les discours qu'on tient aujourd'hui sur la participation, qui est, telle qu'elle est portée par les institutions, de proposer à des citoyens de participer à la définition des politiques publiques. On voit bien la limite de cet exercice. Qu'est-ce que c'est des citoyens? Les citoyens n'ont le choix ni du sujet, ni du thème, ni du moment. Non, on leur demande de venir contribuer à améliorer les politiques publiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement que dans tous ces discours qu'on tient, quelque part, on fait comme si la société civile n'était qu'un résidu. Voilà, je le dis de manière un peu brutale. Et c'est en partie à partir de cela que je vais répondre à votre question. C'est que le collectif auquel j'appartiens aujourd'hui depuis 2005-2006, c'est un collectif qui s'est constitué après les révoltes des jeunes des quartiers populaires de 2005 et sur la base de l'idée que les interventions publiques en général et les interventions sociales en particulier étaient de plus en plus ciblées sur les individus, sur la prise en charge individuelle. Et c'est un mouvement culturel assez profond dans la société, cela. Et, en définitive, laisser aussi de côté ces dimensions collectives de la vie sociale. On l'a bien vu, on l'a bien dit ce matin, il n'y a pas de déterminisme social qui fait un délinquant. Mais il y a des liens avec le milieu dans lequel il est, il y a des liens avec la qualité de l'éducation qu'il a reçue. Et ça, forcément, comment on le prend en compte dans les politiques publiques? C'est-à-dire comment on reconnaît dans les politiques publiques que la société civile, elle a des capacités et des ressources et qu'il faut les mobiliser. Et c'est sur cette base-là que notre dispositif, notre collectif s'est mis en place et conduit actuellement une recherche-action sur ce point-là. Alors pour répondre à la communauté, le terme de communauté ou de communautaire fait peur. Quand on parle de communauté nationale, non, ça va très bien. Quand on parle de communauté éducative, pas de problème, tout le monde est d'accord.
Mais dès qu'on commence à parler de la communauté des Beurs ou de la communauté musulmane, tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le terme de communauté qu'on emploie dans notre séminaire d'intervention sociale communautaire, il est simplement dans le constat que chacun d'entre nous n'a pas un lien direct avec la société, ça n'existe pas. La société, c'est une fiction, d'une certaine manière. Chacun d'entre nous vit dans des relations avec d'autres, au sein de groupes, au sein de communautés. Et que ça sert, ça a été dit très bien ce matin, c'est à partir de ça que se construisent des identités, que se produisent de la reconnaissance. Comment, dans les politiques publiques, on reconnaît cette épaisseur du social? Je vais parler comme ça, d'épaisseur du social. Alors, il n'y a pas de naïveté vis-à-vis des communautés. Elles sont pour les gens des ressources, elles sont pour les gens parfois des refuges, et elles peuvent être des prisons, bien sûr. Mais pour autant, est-ce que les politiques publiques peuvent faire en dehors de cette prise en compte de l'épaisseur du social? C'est le cœur un petit peu du travail qu'on est en train de faire sur l'intervention sociale communautaire. Je m'aperçois que là, ça marche beaucoup. Bah oui, parce que vous l'avez plus près. Alors, comme le temps nous presse, vous allez m'en vouloir beaucoup parce que je vais passer directement au thème annoncé de votre intervention, donc mobiliser les ressources des jeunes et de leur milieu. Alors, c'est quoi? C'est une ambition? C'est simplement un slogan? Est-ce que vous avez des pratiques concrètes qui correspondent à ça? Écoutez, il y en a qui ont été exposés ici. L'adjointe au maire de Bordeaux ce matin a dit ce qu'elle faisait en matière de politique locale de jeunesse. J'ai travaillé pendant quelques années avec Joël Bordet, qui est dans la salle, autour des politiques locales de jeunesse. Il y a plein de communautés, de communes, alors là, d'institutions communales, qui ont compris depuis longtemps que les conditions de la socialisation des jeunes, les conditions de vie s'étaient transformées et qu'on ne pouvait pas en rester par rapport à, je dirais, la responsabilité de la communauté, par rapport au fait de faire grandir des adolescents, on ne pouvait pas en rester à une offre de service, quelle que soit la qualité de cette offre de service. Qu'il fallait précisément prendre en compte les nouvelles donnes de la socialisation. Et parmi ces nouvelles donnes de la socialisation, il y a une chose essentielle, qui est la question de la reconnaissance. On le voit, quand le travail n'est plus là pour ordonner la société, quand le travail n'est plus là pour produire de la reconnaissance, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps qui s'étire pour produire de la reconnaissance? Et je trouve qu'il y a beaucoup de communes qui aujourd'hui, à travers des politiques locales de jeunesse, ont cette capacité d'engager des démarches qui, en tout cas, permettent non pas à des jeunes, parce que ça n'a pas de sens, que la question des jeunes, c'est la question de toute la société, permettre à la société, à une société locale, à une communauté locale, je vais la prendre là comme ça, et à des jeunes, de vivre ces difficultés, de vivre un peu mieux ici et maintenant, à défaut pour les institutions d'apporter plus d'argent, moins de précarité, etc. Comment on améliore le vivre ensemble? Et sur ce point-là, la réflexion qu'on peut avoir, c'est on affiche depuis quelques années, mais depuis une quinzaine d'années, comme objectif des politiques publiques la cohésion sociale, le renforcement du lien social. La question, c'est comment on le met en œuvre, effectivement, cette politique de cohésion sociale, où on définit, effectivement, cette politique de cohésion sociale et le contenu de la cohésion sociale. Quand on regarde les dispositifs qu'on développe, l'essentiel des dispositifs, je ne parle pas de la protection judiciaire de la jeunesse, ma réflexion n'est pas sur ce champ-là. On s'aperçoit que pour l'essentiel, c'est des dispositifs d'accompagnement individuel. Le discours sur l'accompagnement individuel n'a jamais été aussi fort, aussi puissant. Et donc, pour en venir à la question est-ce que ça existe? Ça existe dans des politiques locales de jeunesse et ça existe dans beaucoup d'initiatives. Alors, je vais en citer juste 4 très très vite pour montrer l'intérêt pour les pouvoirs publics, je vais le dire comme ça, de considérer que la société civile a des ressorts, que les individus et les groupes ont des ressources et que quand on crée les conditions pour qu'ils se mobilisent, ça produit des effets. Alors, je prends 4 exemples parmi les centaines qui existent sans doute. Premier exemple, à Voipy, banlieue de Metz. Une équipe de prévention spécialisée, un centre social, qui sont implantés depuis longtemps, et c'est important, le temps, ils sont implantés depuis longtemps, ont développé une action microscopique, on va le dire, pour traiter une question des adolescents, et notamment des adolescentes, qui, dans le quartier où elles étaient
étaient soumises à la loi des garçons du quartier. Dès qu'elles sortaient du quartier, qu'elles allaient à Metz à côté, s'habiller autrement et autres. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça, c'est des questions ici et maintenant. Eh bien, ils ont mis en place une démarche à partir de la parole des jeunes filles qui a entraîné toute une dynamique. Et au bout de 3 ans, cette dynamique, qu'est-ce qu'elle produit? Les communautés, les garçons et les filles vivent mieux ensemble, les communautés vivent, parce qu'il y a plusieurs communautés différentes, sont avec beaucoup moins de tension, mais dernier point surtout, les institutions locales ont compris qu'il ne fallait pas regarder la société locale, et notamment les habitants des quartiers populaires, comme des pauvres, des étrangers, des immigrés, mais simplement comme des gens qui aiment, qui ont des enfants, qui se posent des questions, qui ont des ressources. Ça. Qu'est-ce qu'on fait dans les politiques publiques pour prendre ça en compte? Et c'est là, ils l'ont fait, et les effets ont été très intéressants. Je vais prendre un deuxième exemple, Villejuif. Villejuif, on pourra en citer, je prends les exemples que je cite, ils font l'objet actuellement d'une recherche. Donc j'en parle à partir des résultats de cette recherche qui est menée sur chacun des sites. Hein. C'est pas... je rapporte, là, ce n'est pas mon point de vue, mais c'est rapporté des travaux qui sont en cours. À Villejuif, une agente de développement local chargée de mettre en œuvre la politique de la ville sur un quartier, formée au développement local pendant 4 ans, met en œuvre la politique de la ville le mieux possible. Elle fait tout ce qui est dit dans les circulaires de la politique de la ville, y compris rencontrer les gens, y compris, etc. Au bout de 4 ans, elle se dit « Oui, j'ai tout fait. On a mis en place tous les dispositifs et il n'y a pas grand-chose qui a changé dans le quartier. » Et je vais dire, elle se dit, est-ce que je ne vais pas aller voir ailleurs? Et elle tombe sur quelqu'un qui lui propose de regarder autrement le quartier. Plutôt que de voir une accumulation de violence, de délinquance, etc., ce que j'ai dit tout à l'heure, reconnaître que c'est des groupes humains divers qui sont en tension, qui s'aiment, qui s'opposent, etc. Et de regarder ça comme alors, j'allais dire, non pas comme un territoire, mais comme des communautés ou une communauté. Et elle dit, pour faire ça, je suis monté sur une échelle. Et j'ai regardé d'en haut et j'ai vu autre chose que ce que me montraient les politiques publiques, puisque les politiques publiques ne désignent les territoires qu'à travers les handicaps. La politique de la ville est exactement ça. Elle dit, je suis monté sur l'échelle, j'ai vu autre chose, je suis redescendu et je me suis mis autrement à l'écoute des gens, autrement à la rencontre des gens sur le quartier. En 3 ans, les tensions baissent, la délinquance, etc. Des effets positifs. Des effets positifs à partir d'un agent de développement. Mais simplement parce qu'on s'est mis dans une autre posture qui est de reconnaître qu'elle saisit, alors c'est de saisir à la fois de manière tous les événements, toutes les deux, 3 personnes qui ensemble ont envie de faire quelque chose, on les aide à faire quelque chose et non pas de leur demander de venir sur les politiques publiques, mais de les aider à faire quelque chose. Et ça a une dynamique très très forte. 3e exemple pour dire que la période est sans doute bonne pour cela. Enfin, je veux dire, la tragédie qui vient de nous frapper, de frapper notre pays, elle a ouvert un petit peu, elle a ouvert à la parole. À Marseille, dans le 3e arrondissement, toujours une équipe de la politique de la ville, a constaté que les associations qu'elle finançait au titre de la politique de la ville, les prestations que ces associations mettaient à disposition des jeunes et des familles étaient de moins en moins utilisées et que se constituaient des groupes sur des bases communautaires, on va le dire comme ça, des groupes d'habitants qui eux-mêmes s'engageaient dans des démarches d'alphabétisation, d'apprentissage du Coran, d'alphabétisation, de loisirs, et ce qui se passe dans beaucoup d'endroits. Là, à la place, cette équipe de projet, à la place de passer sous silence cela, elle a dit, mais voilà, ça c'est une question de la politique de la ville. C'est une question de la politique de la ville. Comment faire en sorte que des groupes d'habitants qui se mobilisent, quelle signification ça a que des familles ne veuillent plus que leurs enfants aillent dans des offres publiques ou financées par le public et éprouvent le besoin? Quelle interrogation il faut avoir par rapport à ça? Et deuxièmement, après tout, si ces habitants, ces groupes d'habitants mettent en œuvre des actions utiles pour les gamins, pourquoi pas?
pourquoi pas aussi les soutenir? Après tout, moi j'ai connu le temps où l'encadrement des jeunes, il se faisait dans la paroisse. Il se faisait dans la paroisse, et on était au temps de l'école laïque, hein, il se faisait dans la paroisse à côté. Après tout, on a bien effectivement des écoles privées qu'on conventionne, et pourquoi là, il faudrait s'inquiéter forcément du fait de cela. Et la stratégie qui est mise en œuvre, ce n'est pas une stratégie qui a gagné, c'est pas une stratégie, mais se dire comment on fait quand des habitants se groupent pour traiter les questions de leurs enfants, pour que ça se fasse dans un espace public, et que ça n'aille pas vers de la fermeture communautaire, surtout quand la mosquée d'à côté est salafiste. Je parle de choses concrètes parce qu'il faut arrêter de parler d'euphémisme dans ce domaine-là. Je crois qu'il est important de regarder la réalité comme elle est. Dernier point rapidement, ou alors quelques propositions. Alors. Oui, parce que vraiment on est obligé de conclure après. Je suis très vilaine, je vous presse. Alors, je vais dire après tout à fait les propositions. Dernier exemple, je vais prendre. Mais vite. Hein. Oui, un exemple, une association de protection de l'enfance qui fait à la fois de la prévention spécialisée, des AEMO, des AED, etc., et qui s'occupe d'ailleurs de bénéficiaires du RSA, constate que les limites des accompagnements individuels et décide, en important des méthodologies qui sont largement utilisées au Québec ou dans les pays anglo-saxons, pour dire que quand il y a une prise en charge à faire, bien sûr, elle est individuelle, la prise en charge. Mais pourquoi on ne socialiserait pas cette prise en charge en mobilisant le voisinage, en mobilisant la famille? Je sais que beaucoup d'entre vous peut-être le font, mais là encore, une autre manière de reconnaître qu'une partie des problèmes de la société, il faut aller la chercher du côté des ressources de la société elle-même et mobiliser là-dessus. Alors, par rapport à tout cela, on a, notre collectif travaille dans un courant quand même qui est un courant assez dominant. On va le voir dans les états généraux du travail social. Ces idées de passer à beaucoup plus d'interventions sociales collectives, à faire du travail social communautaire ont beaucoup avancé. Simplement, la question aujourd'hui, c'est le passage à l'acte. Et le passage à l'acte, moi, je suis assez confiant. Je suis assez confiant par rapport à ce passage à l'acte pour plusieurs raisons. D'abord, les idées ont avancé, mais elles avaient avancé il y a 10 ans, il y a 20 ans et autres, et puis on n'est pas passé à l'acte. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'impuissance d'un certain nombre, je dirais, d'interventions publiques, notre impuissance collective, disons-le comme ça, à réguler un certain nombre de questions importantes, devrait nous amener à reconnaître un peu plus premier point. Deuxième point, les familles, il y a des attentes de la part des familles, et notamment des familles dont on a peu parlé. On n'en parle pas dans la stratégie nationale de prévention de la délinquance, on n'en parle à peu près pas dans la politique de la ville, même si on a... Troisièmement, effectivement, il existe aujourd'hui des dizaines, des milliers de professionnels qui sont prêts à s'engager dans ces nouvelles méthodes. Il suffit d'un feu vert et demain, ce qui se fait à Voipy, ce qui se fait à Villejuif, ce qui se fait ailleurs, en Seine-Saint-Denis, dans certains endroits, etc., pourrait se faire à une beaucoup plus grande échelle. Je crois qu'il y a là quelque chose de très important avec comme modèle, je termine sur le modèle, je vous le promets. On vous fait les gros yeux, hein. Moi je ne vous ai pas en face alors je ne peux pas vous les faire. Il y a deux références, il faut le regarder bien, mais il y a deux segments de l'intervention publique qui normalement et qui de fait ont cette culture déjà pour partie. C'est la prévention spécialisée qu'il faut relancer rapidement. Un des enjeux de tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus d'adultes, plus de travailleurs sociaux dans la rue, aux côtés des gens, et pas pour mettre en œuvre des politiques publiques, dans la rue, aux côtés des gens. C'est un premier point important. Deuxième point, on n'a aujourd'hui que 3500 éducateurs de rue et 8000 médiateurs. Il faut se dépêcher de qualifier les médiateurs pour que les médiateurs puissent sortir de la seule prévention situationnelle pour rentrer dans des démarches de développement communautaire comme les éducateurs de prévention spécialisés. Voilà deux points d'avancée. Troisièmement, les centres sociaux. Les centres sociaux ont engagé une démarche, la Fédération des centres sociaux, pour aller dans ce type de travail. Merci au pouvoir public de soutenir le Comité national de liaison des associations de prévention spécialisée pour relancer et accompagner le redéveloppement de la prévention spécialisée, et la Fédération des centres sociaux, parce que ces deux segments, ils sont sur le terrain et ils sont remplis de militants. Merci. Merci à vous, merci beaucoup Pierre Gendrieux. Merci.